Le Costa Rica, un pays de 5 millions d'habitants, situé entre le Nicaragua et le Panama en Amérique centrale. Un pays vert qui renferme à lui tout seul 6% de la biodiversité mondiale. Un pays en vogue pour son tourisme vert qui protège en effet 25% de son territoire en parcs nationaux, en zones protégées ou encore en réserves naturelles. Un pays qui s'est lancé le défi d'un plan neutralité carbone pour 2021. Pourtant, les réalités agricoles sont désastreuses. Il existe un énorme fossé entre la préservation des espaces naturels et le type d'agriculture qui y est pratiquée. L'agriculture du Costa Rica est en réalité l'une des plus polluantes du monde, avec l'utilisation la plus élevée de pesticides par habitant. We were the highest, but what I want to tell you is not that we are just a little bit above the following country. No, we were like 3 times the following country on pesticides used. La corporación internacional y multinacional que va a venir a sembrar piña o banano va a dejar más dinero al gobierno, pero menos salud a los habitantes y menos salud del ambiente. Mais alors, comment peut-on expliquer ce fossé considérable qui oppose la préservation de l'environnement par le gouvernement à une agriculture très intensive? Y es un país que sea más próspero, no menos próspero. Queremos un país más tranquilo, más pacífico, no menos pacífico. Las políticas a nivel nacional están en el discurso, pero no en la práctica. Comprendre les enjeux autour de l'agriculture costaricienne, tel a été notre objectif contre la montre pendant 2 mois et demi, au cœur du jeu d'acteurs. Nous avons rencontré des passants, des associations, des agriculteurs, des maîtresses, des scientifiques et des représentants du gouvernement. Nous avons souhaité mettre en lumière ce paradoxe vert. Le Costa Rica est un pays en plein développement, mais la misère y sévit encore. Le salaire moyen d'un costaricien s'élève à 3 $ de l'heure, alors que le prix de l'alimentation est comparable à celui de la France. On comprend alors que la population cherche à manger pour pas cher, avant de manger bon pour la santé et pour l'environnement. Mais il s'agit dans certains cas, plus précisément, d'un manque d'information ou encore d'éducation. Les États-Unis ont un impact important sur le Costa Rica, en particulier sur le mode de consommation. Nous constatons que la population costaricienne est en grande majorité en surpoids. Au supermarché, les produits gras et sucrés de type américain laissent une infime place aux fruits et légumes, qui pour la quasi-totalité sont issus d'une agriculture très intensive. En se rendant sur les terres cultivées de manière conventionnelle, à première vue, rien de très alarmant. L'agriculture semble bien contrôlée par l'homme. Mais si on cherche un peu plus loin, ceci n'a rien de très étonnant compte tenu de l'utilisation outrancière qui est faite des pesticides. The Ministry of Agriculture is, and I think they are doing samples of all the products to measure pesticide content. But the data are not public. So we don't know really the levels, not for local market, not for exporting. So they do the sampling, they have very good equipment, even to 3 digits after the 0, so it's really high quality equipment, but the data is not public, so we don't know. Des engrais qui ne seraient pas autorisés en Europe, comme l'organochlorine ou l'endosulfane, sont redirigés vers des pays comme le Costa Rica, où il y a un vide législatif concernant leur usage. Et pour le coup, les agriculteurs ne lésinent pas sur les quantités utilisées pour lutter contre le développement de maladies et de ravageurs. Pour avoir quelques chiffres, on estime qu'en 26 ans, 273% de pesticides supplémentaires ont été importés dans le pays. Et à savoir aussi que seulement 21 des 107 pesticides les plus dangereux du monde sont interdits au Costa Rica. Les cultures qui reçoivent le plus de ces produits chimiques sont l'ananas, la banane ou encore la canne à sucre, produits généralement destinés à l'export. Nous mesurons le danger que ces quantités de pesticides utilisés représentent pour le consommateur.
mais aussi pour l'environnement. Surtout dans un pays comme le Costa Rica, où la pluviométrie est très importante. En effet, une grande partie des produits chimiques utilisés pour les cultures se retrouvent lessivés dans les eaux des rivières, puis dans la mer. D'autant plus qu'ici, les eaux ne sont que très peu traitées. L'AIA, l'organisation qui s'occupe de la gestion de l'eau potable, a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans, en dénonçant une concentration de pesticides beaucoup trop importante dans la plupart des eaux. En plus de dégrader la qualité de l'eau, cette agriculture intensive qui est très gourmande en intrants provoque une diminution de la fertilité du sol et son érosion, ce qui conduit à un système agricole de moins en moins efficient au cours du temps. Nous avons rencontré Clémentine Aline, chercheuse au CIRAD, qui est le centre de recherche en agronomie tropicale du Costa Rica. L'agriculture intensive, c'est vraiment ça. Plus tu utilises d'intrants, surtout fongicides, pesticides, insecticides, tu dégrades complètement ta diversité présente normalement dans les parcelles. Et du coup, tu modifies tous les processus et tout le fonctionnement de l'écosystème qui devrait faire en sorte que ta plante se porte bien. Le Costa Rica tente de limiter la déforestation depuis quelques années. Malheureusement, c'est un phénomène qui a toujours lieu dans un but de production agricole intensive pour l'export majoritairement. En effet, environ 20 000 acres sont déforestés par an. Par ces pratiques, on assiste donc à la disparition de couloirs biologiques qui ont pourtant un rôle énorme à jouer. Un couloir biologique, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est un espace géographique qui assure la connectivité entre les écosystèmes et les habitats naturels ou modifiés. Du coup, il assure le maintien et la pérennité de la biodiversité grâce à la facilité de migration et de dispersion de la faune et de la flore. Le constat agricole est bien loin de l'image paradisiaque que l'on peut se faire du Costa Rica. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer de telles pratiques et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là ? Pour comprendre, nous partons interroger ce jeu d'acteurs. Commençons par le ministre de l'Agriculture, éminemment concerné par ces questions. Agroquímicos ha sido un problema, yo creo que el problema de registro, no se ha podido registrar nuevas moléculas y entonces el banano, que es el que más gasta agroquímicos en este país, ha vuelto a las moléculas viejas y a un montón de aplicaciones, ¿verdad? Pero el mismo sector bananero está empujando para, por ejemplo. Est-ce vraiment ça la raison ? Bon, continuons à creuser. La voluntad del gobierno va a ser que, por ejemplo, digamos, ok, vamos a hacer conservación y vamos a hacer aprovechamiento forestal o vamos a sembrar banano y piña. ¿Qué nos va a dejar más impuestos? ¿Y qué nos va a dejar más dinero al gobierno? Aunque tal vez la salud y el buen ambiente se vea en detrimento, porque definitivamente la corporación internacional y multinacional que va a venir a sembrar piña o banano va a dejar más dinero al gobierno, pero menos salud a los habitantes y menos salud del ambiente. Cette vision est plutôt partagée par la présidente de l'association CBCVT, ayant pour rôle de préserver le couloir biologique dans la région de Turrialba Jiménez. Un ministerio como el de Agricultura y Ganadería, el MAC, y un ministerio como el Ministerio de Ambiente y Energía, pese a que deberían de trabajar en conjunto, no lo hacen. Entonces, las políticas a nivel nacional están en el discurso, pero no en la práctica. Ya cuando nosotros descendemos a los territorios, vemos que dependiendo del funcionario que esté, tiene o no tiene esa initiative. Bon, puisque ça ne fonctionne pas du côté des différents acteurs du gouvernement, qui n'arrivent pas à travailler main dans la main, allons voir un peu ce qui se passe du côté des initiatives privées. C'est le cas d'Apoya justement, cette association de producteurs biologiques située à Turrialba à 200 km à l'est de Saint-Rosé, et qui a justement pour rôle de fédérer les producteurs bio de la région. Cette association est gérée par Marie Bechet et permet à ces 40 producteurs de mutualiser leurs compétences et leurs méthodes afin de valoriser au mieux leur production pour la commercialisation.
Me gusta producir orgánico porque no daño a la naturaleza, porque convivo con ella. Los cultivos míos conviven con los cultivos que están ahí naturales y no hacemos ningún daño. Más bien creamos nuevas asociaciones entre plantas y animales y no dañamos la naturaleza, sino que la ayudamos. Aquí hay 6 variedades. No estoy matando nada para que pueda producir. Por dicha que yo soy muy buen lidiador. Cuando me puse a sembrar así cacao, estaba el cacaillo todavía en apogeo, pero en un momento sembré el cacao y empezó el cacao a granear y empezó el cacao a perderse también. Y de ahí, pero hasta que esté ¿Es difícil de hacer orgánica agricultura? No, es cosa de, ¿cómo se llama? De entusiasmo, de fe y más que nada la fe, más que mueve montañas. Sí. Para hacer ¿cómo se llama? El fruti, sí, uno que hace el biofermento de frutas. L'agriculture bio est un modèle qui peut fonctionner au Costa Rica. C'est le cas pour cette exploitation agricole, la plus grande du pays, qui produit de la canne à sucre avec ses 450 hectares. Grâce à ses exports dans le monde entier, cette entreprise en pleine croissance joue un rôle important dans l'économie du pays. So it has been like a constant learning, and we're constantly seeing if something works better than other things. En 2008, le mouvement biologique était très fort au Costa Rica, avec un gouvernement impliqué pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas, bien que le ministre de l'Agriculture, un ancien professeur d'agroécologie, aurait pu laisser penser le contraire lors de son arrivée au pouvoir. Lui, nous l'avons déjà interrogé. Mais allons voir un peu ce qu'en pense le président de la République du Costa Rica, Luis Guillermo Solís, au pouvoir depuis maintenant 2 ans. Bueno, se ha generado un gran apoyo para la agricultura orgánica, tanto en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como en el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA. Allí hay programas en donde se ha invertido muchos recursos y además mucha expectativa respecto de un sector que es muy beneficioso para la economía y para la salud de los costarricenses. Hay una experiencia acumulada ya bastante grande en el sector orgánico. No son pocos años los que Costa Rica ya ha tenido esto, pero puede desarrollarse muchísimo más. D'accord. Et si nous cherchons un peu plus loin dans le programme du site officiel du ministère de l'Agriculture, est-ce que ça va dans le même sens? Ça serait plutôt rassurant. Alors voilà ce qu'on y trouve. Il est clair que la production biologique est respectueuse de l'environnement, et nous l'appuyons fortement. Mais l'agriculture conventionnelle devrait également l'être. La conservation des sols, les bonnes pratiques dans l'utilisation et la gestion des produits agrochimiques, l'élimination correcte des déchets de la production et l'utilisation rationnelle de l'eau sont des exemples de pratiques agricoles responsables avec l'environnement. Cela est à observer dans l'agriculture. Sinon, cela conduit à des impacts environnementaux inacceptables. Ça, c'est du beau discours. Mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, on en est où? À mon sens, les bios sont encore marginalisés. Nous n'avons pas une vraie aide ou un vrai soutien du gouvernement ou du ministère de l'Agriculture ou d'autres institutions qui peuvent travailler avec le milieu agricole. La petite aumône que nous avons ou que recevons, c'est $100 par hectare par an sur les 3 premières années. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour pouvoir aider le producteur qui fait la transition, qui va donc du coup avoir moins de production puisqu'il faut nettoyer les sols, nous on dit désintoxiquer le sol, et les coûts de main d'œuvre qui augmentent beaucoup avec une main d'œuvre chère puisqu'il y a des charges sociales au Costa Rica. Bon, ça c'est la canne à sucre. Ici, une des choses plus compliquées, c'est qu'on est obligé à travailler tout avec la machette. Parce que à cause de la topographie, on ne peut pas récolter la canne à sucre avec des machines. Tout le temps, c'est à la main. Pour contrôler les moissères, c'est à la main. Tout c'est à la main. Donc, pour Axel, les choses qu'on fait quand la canne à sucre il est prêt, on coupe la base de la canne.
Après, on tourne la canne, on fait comme ça, on coupe les feuilles. Alright? Je pense que le problème pour le gouvernement, c'est que la production bio est une petite production. Donc on ne peut pas parler d'une grosse quantité d'argent, c'est-à-dire des gros containers d'exportation comme on le voit sur une production conventionnelle ou dernièrement sur une production de développement durable avec des certifications comme Rainforest qui vont essayer d'avoir un usage plus raisonné des herbicides et des produits chimiques en général. Nous, le bio, on vend sur des petites férias, quoi. Donc il n'y a pas d'impôt, on ne fait pas du vrai import-export. Finalement, on n'est pas très intéressant pour le gouvernement. Parce qu'on ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc c'est dommage qu'ils n'essayent pas d'investir plus et de mettre en place des vrais systèmes, par exemple au ministère de l'Agriculture, qui ait un service spécial pour les bio. Ça, au Costa Rica, ça n'existe pas. On essaie de plus en plus réguler cette production, comme si c'était qu'on était très dangereux ou qu'il y avait absolument quelque chose à contrôler. Et du coup, il y a eu un nouveau comité qui a essayé d'organiser finalement comment améliorer le système de punition pour les bio au cas où il y a des erreurs ou même pire, au cas où il y aurait un doute. C'est-à-dire qu'il y a un doute, on suspend votre certification. Alors au sein de l'association, on a eu un petit coup de gueule, on a écrit une lettre au gouvernement en disant « Mais attendez, vous êtes déjà en train de penser à améliorer le système de punition au lieu de vous dire faudrait peut-être déjà qu'on ait un département bio, qu'on les aide un petit peu plus, qu'on ait des paquets techniques bio pour différents systèmes de production. Et puis éventuellement après, on voit comment on renforce la partie de punition ou de suspension de la certification. Cette certification, c'est justement Gabriela Soto qui l'a créée en 1997. Aujourd'hui, elle est présidente d'Ecolorica, cette association qui certifie les producteurs biologiques dans le pays. We try for our producers to get the label at the lower price, at the lower cost possible, because we're not for profit. That's what drives us crazy, that they control the organic production so much, and they are so free with the conventional farming. No control. And we say, yes, they want to have zero tolerance of pesticides in organic farming, even in potable water. Even in the water that you use for irrigation, we cannot have any pesticides in the water that we have for irrigation, but they allow very toxic levels in the conventional farming. Yes. Un point qui est loin d'être un détail, c'est qu'au Costa Rica, l'agriculture n'est pas subventionnée, comme c'est le cas en France et dans le reste de l'Europe. Ce qui fait que c'est très risqué pour les producteurs costariciens de se lancer dans l'agriculture biologique, du fait du risque de voir la production diminuer dans la période de transition. En d'autres termes, s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de vente, et donc pas de salaire. Le ministre de l'Agriculture semble conscient de cette situation, mais ne met rien en place pour autant. Lo que pasa es que la conversión es lenta, agricultura orgánica, ¿verdad? Y a veces hay un bajonazo en la producción en los primeros años y luego vuelve a subir y eso es lo que más cuesta. La question qui se pose est est-ce que l'agriculture intensive, qui est basée sur des méthodes agricoles conventionnelles, est réellement plus rentable qu'une agriculture respectueuse de la nature au long terme? Dans un système très intensif, tu vas générer des conditions qui sont super favorables au développement des maladies. Donc tu vas certes avoir un objectif de production très élevé, tu vas produire beaucoup, mais tu vas avoir perdu beaucoup à cause des maladies et ça va coûter cher parce qu'il faut le traiter. Et en plus, tu vas avoir une impact écologique forte. Du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, si on introduit de la diversité dans notre système, on va diminuer un peu l'objectif de production, mais on va perdre beaucoup moins parce qu'on aura beaucoup moins de maladies. Et finalement, ça va nous avoir coûté moins cher. Et en plus, on pourra peut-être avoir un petit peu d'entrée d'argent liée à la biodiversité associée, type banane ou des bois d'œuvre ou je ne sais quoi. Et finalement, tu gagnes autant. D'autres projets vont dans le sens d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, comme ceux lancés par des chercheurs du CATIE, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Ces chercheurs
se penche sur l'influence de la biodiversité et des facteurs environnementaux sur le développement des cultures et leurs éventuelles maladies. C'est le cas de Jacques Avellino, qui est phytopathologiste au Cathy. Ce chercheur, à la renommée mondiale, travaille sur la rouille du café, une maladie qui sévit dans toute l'Amérique centrale. Il nous rappelle bien l'importance du maintien de la biodiversité dans le milieu de culture. On recherche pratiquement à revenir à une agriculture qui ressemble aux écosystèmes naturels presque, où en fait les régulations se font de façon naturelle, sans qu'on ait à intervenir. Il n'y a pas énormément d'épidémies très importantes, enfin il n'y en a pas même dans des forêts tropicales, il ne se passe rien, quoi. Alors que dès qu'on a des systèmes cultivés, on rompt en fait on élimine un certain nombre de mécanismes écologiques qui est de régulation, et donc du coup on a des pullulations de certains organismes nuisibles. C'est dans ce sens-là que travaille Sergio Carrion, qui cultive des micro-organismes efficients, encore appelés bioles, ou à défaut biofermes. En esta parte lo que hacemos es cultivar microorganismos, traerlos de la montaña, reactivarlos y hacerlos que se multipliquen para luego llevarlos al campo. En el campo matamos dos opciones: le damos nutrición a la planta con los minerales o los sulfatos permitidos en agricultura orgánica, y a la vez ponemos la parte microbiológica, la que es de suma importancia para la recuperación de nuestros cultivos o nuestros terrenos. Esta parte es la más linda de todas porque estamos generando vida, estamos recuperando nuestros suelos. La parte nutricional de los sulfatos permitidos en la agricultura orgánica nos van a ayudar a que las plantas crezcan más fuertes y vigorosas, y poniéndoles a su lado las necesidades que ellas requieren. Changer les choses par l'éducation des plus jeunes, un défi lancé par l'école primaire de Thury-Allemand. L'équipe enseignante a décidé d'accorder une place assez importante à la sensibilisation des jeunes sur la préservation de l'environnement, lors notamment de cours sur le développement durable, ou encore lors de la mise en place d'un potager, afin d'apprendre concrètement comment poussent les légumes et les fruits que les enfants mangent ensuite. Une belle manière donc de les rendre acteurs de leur alimentation. S'agit-il d'une initiative qui est propre à cette école, ou bien d'un programme qui est impulsé par le ministère de l'Éducation? Dentro del Ministerio de Educación hay unos ejes transversales y uno es el de educación para la sostenibilidad. De hecho, ellos tienen proyecto de huerta escolar. Se supone que todas las escuelas del país, dentro de las lecciones de ciencias, se debe trabajar agricultura. Tristemente uno lo ve en la realidad, escuelas donde la agricultura se da en la pizarra, o en el cuaderno, o en una fotocopia. Y ahí se da la teoría: la agricultura orgánica es esto, la huerta es esto, y se siembra así, ¿verdad? Teórico. Et les parents dans tout ça? Ils changent, évoluent et prennent conscience avec les enfants que le fait de consommer sain, local et des aliments avec peu ou pas de produits chimiques contribue à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Yo digo que los niños son, yo reitero esto, como un medio de educar a los padres, indirectamente, porque ellos al tomar conciencia y tener más claridad, empiezan a impactar los hábitos de la familia. Hay algunos niños que ya nos hablan que están clasificando lo orgánico por aparte y están produciendo compost en sus casas porque aquí vieron que era fácil. Entonces que ya no todo se va a la basura. En Turrialba no tenemos separación. Ahora que tenemos huerta, es una forma como de que ellos lo puedan vivenciar más. Porque a veces la idea de muchas familias es que lo que es orgánico y natural es feo y que solo es rico lo que se compra y viene en paquete, que ha sido la lucha. Pero a través de los chicos, con esta oportunidad de que se ha dado, que ellos siembren, cosechen y preparen y prueben, más bien ellos han llevado ideas a su casa.
L'éducation, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Les adultes aussi ont un rôle énorme à jouer puisque actuellement, ce sont eux, de par leur mode de consommation, les principaux acteurs de la société. Alors l'idée, c'est de communiquer, de sensibiliser. Et ça paraît primordial. Quand on se penche sur qu'est-ce que c'est que le bio auprès des habitants du Costa Rica, ça donne ça. No, nada. Saida, agricultura orgánica, ¿usted sabe? Contéstele. Ella es la que sabe, ya está estudiando. Es lo que se le agrega a las ensaladas, como para hacer ensaladas. La agricultura orgánica, tengo la idea, es una agricultura tradicional, pero sin químicos de por medio. Mais alors, comment expliquer un tel fossé ? Le décalage d'objectifs économiques au sein d'un même gouvernement est peut-être l'élément majeur qui empêche l'agriculture d'être considérée elle aussi comme un environnement protégé. Mais les costariciens n'en restent pas là et proposent de nombreuses initiatives pour remettre de la nature dans l'agriculture. Un beau message qui ne rend pas fataliste le paradoxe vert.